Bonjour Alain Sanders, merci de recevoir les Rois Souterrains à Val-d'Ixy, chez vous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet bien précis qui est très peu évoqué en France par les historiens. Juste avant, je vais rappeler un peu votre parcours. Donc, la dernière fois, nous avions reçu Hervé Pinotto, la précédente légitimoscopie. Hervé Pinotto, il a pendant pas mal d'années écrit pour Le Quotidien Présent. Vous êtes un Et des ouais, piliers du magazine Présent. Vous êtes là depuis presque le début oui, depuis la première année quasiment. de ce quotidien qui, rappelons-le aux internautes, va passer en couleur dès la rentrée en En doublant septembre. ses pages en plus. Vous êtes bien évidemment vous patronnez une émission à Radio Courtoisie, le Livre Journal de la Résistance française. À ce sujet, vous féliciterez votre assistant de ma part, qui est vraiment très sympathique. Stanislas, ouais, il est pas mal. Et vous avez écrit énormément de livres. On va rappeler Armand de la Roirie que vous avez écrit avec Jean Raspail, qui est très dans l'esprit Les Rois Souterrains. Et donc vous allez nous parler d'un sujet que vous connaissez bien, vous qui connaissez très bien l'histoire des États-Unis, notamment la guerre de sécession, mais les États-Unis, les vrais. L'Asylum de Marie-Antoinette. Oui, alors l'asylum, pour ceux qui vont aux États-Unis un jour, qui iront en Pennsylvanie, je vais garder mon petit pense-bête parce que j'ai plus ma tête de 20 ans, certaines dates qui vont m'échapper, mais en tout cas c'est en Pennsylvanie, si vous y allez un jour, n'hésitez pas. C'est sur une boucle d'une des rivières qui s'appelle la Susquehanna, et c'est à 15 km au sud-est de Towanda. C'est une ville assez importante de Pennsylvanie. Et là, si on est un petit peu royaliste et si on est amoureux de Marie-Antoinette, comment ne pas l'être? Vous êtes royaliste dans le fond et sur les bords. Oui, oui, je suis royaliste hercynien, primaire, secondaire, tertiaire. Non, et donc surtout, je suis marie-antoinettiste parce que ce qu'on a fait à cette femme est une abomination. Je pense qu'on continue de le payer. Là, il y a un endroit qui s'appelle, comme vous l'avez dit, French Asylum. French Asylum, c'est l'asile des Français. Et en 1793, 92, 11, 12, 13, des Français fuyaient la terreur. Vous avez bien raison, parce que ceux qui n'ont pas fui ont été décolletés. Et leur idée à ce groupe de Français, c'est dans cet endroit-là, dans cette boucle de rivière, de créer un refuge, un asile pour la reine Marie-Antoinette qu'ils pensaient pouvoir faire évader de la prison du Temple. Et en 1903, une Américaine qui s'appelle Louise Wells Murray était l'arrière-petite-fille d'un de ces Français de la fidélité et du courage. Ce Français s'appelait Bartholomé Laporte, et donc sa petite-fille va publier un livre qui s'appelle The Story of Some French Refugees and Their Asylum. L'histoire de quelques Français réfugiés et de leur asile. C'est un livre qui est resté inédit à ce jour. Je pense peut-être l'éditer un jour, en tout cas le retravailler pour le présenter, parce que vous l'avez dit, c'est une histoire méconnue, on peut dire que c'est une histoire inconnue en France. Vous avez évoqué le marquis de la Rouarie. Marquis de la Rouarie, il est inconnu en France. Voilà. Il est connu aux États-Unis autant, sinon plus que Lafayette, mais voilà, là, la même chose. Et le fond de ce livre est constitué, c'est intéressant parce que c'est constitué des souvenirs de sa maman, de sa mère donc, qui était mariée à Bartholomé Laporte, qui descendait en tout cas de Bartholomé Laporte, c'était sa fille. Mais aussi d'une enquête qu'elle a menée dans la région. Et en juillet 1950, par là, la National Society, Geographic Society, qui était une chose très sérieuse et très importante aux États-Unis, va publier le reportage d'une descente en canoë de cette fameuse rivière dans le but de découvrir ou de redécouvrir quelques-uns des lieux historiques qui vont jalonner cette petite rivière-là, mais sinueuse, avec de longs Parce qu'on peut rappeler qu'il y a eu plusieurs colonies, mais l'asylum, le French Asylum, voilà, est celui qui a le plus perduré. On va dire pourquoi, parce qu'il y avait une grande maison, pas un château, mais une grande maison pour la reine, et donc on va, cette petite rivière très sinueuse, enfin petite rivière, rien n'est petit aux États-Unis, hein,
cette rivière qui est presque un fleuve se jette dans l'Atlantique. Et parmi les lieux visités, donc, il y a l'asile des Français, à un emplacement jadis connu par les Indiens. Les Indiens appelaient ça Missikum. Missikum en indien, ça veut dire les prairies tout simplement. Mais alors, ces Français, ils venaient d'où? À l'origine, il y a deux hommes. Il y a Antoine Omer Talon et Louis de Noailles. Noailles, on n'a pas besoin de rappeler cette grande famille française. Et ils sont à Philadelphie. Et là, à Philadelphie, ils sont avec quelques dizaines d'autres Français qui ont fui la terreur. Et ils se disent, il faut faire quelque chose pour sauver la reine. C'est pas possible, elle va y passer, on va faire quelque chose. Alors Louis de Noailles, je le rappelle au passage, et c'était le beau-frère de Lafayette. Et à ses côtés, et aux côtés du marquis de la Rouarie, il avait participé à la guerre d'indépendance américaine, aux côtés de ce qu'on appelait les insurgés, les insurgents. Et il connaissait forcément Fersen, j'imagine. Oui, et il était rentré en France, comme Lafayette, la tête pleine d'idées maçonniques. Hein, ils étaient tous francs-maçons. Alors il faut faire la part entre la franc-maçonnerie en Amérique, etc. Mais c'est un peu paradoxal, puisque c'est cette maçonnerie. Vous savez, Jacques Bainville disait, celui qui prétend expliquer toute la Révolution française sans tenir compte de la franc-maçonnerie est un imbécile. Mais celui qui voudrait expliquer toute la Révolution française que par la franc-maçonnerie est un imbécile. Mais c'est quand même que la franc-maçonnerie était importante. Donc, ce Noailles, Louis de Noailles, va être élu à l'Assemblée nationale révolutionnaire. Il va être élu, comme un bon républicain. Je crois qu'il se fait appeler que Noailles. Mais en même temps qu'il se fait élire, il comprend, bien qu'il ait la tête farcie d'idées généreuses, comme on disait alors, il se dit, ça continue comme ça tourne mal, ma tête bien remplie va être bientôt une tête décapitée. Alors, prudemment, il passe en Angleterre, et de là, il passe en Amérique, et là, c'est là qu'il rencontre Antoine Talon. Alors, Antoine Talon, il est d'extraction moins aristocratique que Noailles, mais lui, au moins, c'est un vrai contre-révolutionnaire. C'est un vrai royaliste, et lui, il s'était fait élire à l'Assemblée nationale, mais pour y défendre Louis XVI et les principes monarchiques, à la différence de Noailles qui s'était fait élire pour défendre les principes révolutionnaires. Alors, il est menacé d'être arrêté, on lui envoie les gendarmes de l'époque, les argousins, et puis il entre en clandestinité, il se cache dans les rues de Marseille, il se planque, et là il fait la connaissance d'un jeune Français, notre Bartholomé Laporte, dont on a évoqué la petite fille tout à l'heure. Et lui, Bartholomé Laporte, c'est un marchand de vin, aisé, d'idées royalistes. Il est installé à Cadiz, en Espagne, et il fait le commerce des vins. Et que Cadiz, c'est pas loin de Jerez, c'est la région des bons vins, c'est les Portos, c'est tout ça. Donc il fait le commerce des vins, et il avait été contraint de quitter la région de Cadiz, parce que les Espagnols à l'époque, bien qu'il fût ce brave Bartholomé, bien qu'il fût de conviction royaliste, les Espagnols avaient dit on ne veut pas prendre de risques, les Français, vous êtes des révolutionnaires en ce moment, on ne veut pas vous garder, tirez-vous. Alors il se tire, et là, il arrive à Marseille, il n'a plus de sous. On lui a tout piqué en Espagne, il arrive, donc je vous le dis, il entre lui aussi dans la clandestinité, et il rencontre un marchand anglais qui va accepter de les faire passer en Angleterre, lui et notre Omer Talon. Il les cache dans des barils de vin, ils quittent Marseille clandestinement, et puis les voilà qui peuvent passer en Angleterre. D'Angleterre, en Amérique, il n'y a qu'un pas, enfin qu'une traversée, et là on les retrouve à Philadelphie, ce que je vous les ai dit tout à l'heure, où ils retrouvent Noailles et une vingtaine de Français qui ont pu échapper à la terreur. Et là, ils décident d'acheter une grande maison pour vivre tous ensemble. Et puis, ils n'ont pas de sous, hein, c'est difficile de vivre et de... Et d'ailleurs, ils ne veulent pas trop se mélanger aux Américains, ils ne veulent pas apprendre la langue, paraît-il. Non, ils veulent démarrer une nouvelle vie, mais garder le caractère français de leur Comme une exil. petite colonie Oui, c'est ça, exactement. Et ils vont charger deux hommes de s'occuper de ce qu'on appelle des wildlands, des terres sauvages, en quelque sorte, non encore exploitées, n'appartenant pas à personne, sinon aux pauvres Indiens, mais bon, ça appartient plus à personne, autant dire. Et ils chargent deux hommes, un s'appelle Adam Hoops, c'est un Anglais, Hoops,
Et l'autre s'appelle Charles Boulogne, qui est un Français rescapé de la terreur lui aussi. Hoops, c'est un ancien officier qui avait participé au combat de la guerre d'indépendance aux États-Unis contre les Anglais. Et Boulogne, lui, c'était un avocat français qui s'était spécialisé dans la reconversion de ces rescapés, de ces exilés. Il leur trouvait des petites affaires, il leur faisait signer des contrats, il s'occupait d'eux, c'était un avocat. Et bientôt, il trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'endroit idéal, dans une boucle de la rivière fait une boucle, là il trouve 24 000 acres, 24 000 acres c'est pas mal, je ne sais plus combien ça fait en hectares, mais vos spectateurs qui sont intelligents convertiront ça, il les trouve et il les rachète. Et là, on commence à bâtir un petit hameau, un petit village, et on va l'appeler l'asile, Asylum. Et dans l'été 1793, il y a des ouvriers qui viennent de la ville que j'ai citée, la grande ville qui est à côté, Towanda. Si vous allez un jour en Pennsylvanie, vous arrivez à Towanda, et de là, vous irez à l'Asylum. Donc, ils arrivent et ils commencent à construire des maisons. Alors, qu'est-ce qu'on construit? On construit des maisons de bois. Le bois, il y en a partout, hein, c'est des forêts. On défriche, et l'on construit des maisons de bois. Les travaux, défrichage, l'achat des matériaux, le creusement des puits sont supervisés par Talon, qui a de bonnes idées. Puis lui et son copain Bartholomé Laporte, ils ont travaillé dans les fûts, dans les barils de vin, tout ça, donc le bois, ils savent le travailler quand il faut. Et Noah, il vient de temps en temps, il fait un peu l'inspecteur des travaux finis. Hein. D'ailleurs, il ne viendra qu'une fois, je crois, il me semble, en novembre 1793, voir si ça se passait bien. C'est pas assez chic pour lui. Et puis là, il y a un autre Français exilé qui s'appelle Aristide Dupetit-Thouars, et qui est un ancien officier, alors lui de Louis XVI, et un capitaine aussi de Louis XVI, le capitaine de Montulé. À l'été 1794, on peut dire que les maisons sont prêtes. Alors il y en a combien? Il y en a une cinquantaine. C'est des bâtisses de bonne qualité, en bois, du joli bois. Aujourd'hui, sur un étage, toutes, sauf sur une? Deux étages. Non, toutes sur 2 étages, sauf une. Donc sur 2 étages, harmonieusement décorées, elles sont agrémentées de jardins d'été. Alors les Yankees, les pionniers, les rudes pionniers de l'époque, qui vivaient dans des baraques de rondins, ils viennent voir, ah, c'est français, alors ils trouvent ça formidable, des jardins à la française, presque, des trucs comme ça, au milieu de la sauvagerie. Et puis ces bâtiments, qui sont un petit peu bien agencés, et parmi ces bâtiments, un bâtiment de 3 étages, plus grand que les autres, donc, que l'on appelle tout simplement soit la grande maison, soit la maison de la reine. Alors, pour les exilés, il n'y a pas de doute, il y a un complot royaliste. Alors, les complots pour faire évader la reine, il y en a eu le complot de l'œillet, le complot de la cocarde blanche, le chevalier de Rouge Maison, qu'on retrouve, il y a eu un feuilleton qui s'appelait le chevalier de Maison Rouge. Si vous le retrouvez, ça passait à la télévision, c'était formidable. C'est de Rouge Maison, son nom, qui devait faire évader la reine et ses enfants. Donc on les fait évader, on les fait passer en Angleterre, et de là, on les amène ici, et puis ils seront à l'abri, et ils vivront là. Et donc... alors je précise, il était question uniquement de Marie-Antoinette et non de Louis XVI. C'est ça qui va faire, oui, c'est ça qui va faire, et même, il était question que de Marie-Antoinette et pas des enfants. Donc elle va dire, je ne pars pas sans mon mec, je ne pars pas sans mon cum, je ne pars pas sans mon roi, je ne pars pas sans mon mari, et encore moins sans mes enfants. Alors, d'autant que là, on est en 1793, hein, la question, hélas, de Louis XVI ne se pose déjà plus, parce qu'il n'est plus là. Donc, et la construction de cette cache, parce qu'on avait gardé un peu la chose un peu secrète, parce qu'on s'était dit, on ne sait jamais, les Américains, ils vont se dire, on va avoir des ennuis diplomatiques avec la France, révolutionnaire, si on fait ça. Donc ça avait été confié à un homme très, très intéressant, très intelligent, qui s'appelait Charles Homais, et qui était un ancien de la maison du roi, et lui, il s'était échappé de France, alors il s'était battu avec des sans-culottes, il s'était battu avec des gardes républicains, il avait croisé le fer, il s'était fait tirer dessus, il réussit à s'échapper, et il réussit à grimper sur un bateau, je ne sais plus si c'est au Havre ou à Cherbourg, il monte sur un bateau, et là sur le bateau, il fait la connaissance d'une jeune femme, Thérèse Schillinger, qui elle-même avait été attachée
à la maison royale. Là, à l'époque, ça prend du temps. Hein. Aujourd'hui, on peut faire Le Havre-New York en 3 jours, et donc 2 nuits. Ça ne donne pas le coup de faire la connaissance. Là, ça dure au moins 3 semaines, donc ils se plaisent, ils se disent, tiens, si on avait un petit commerce de lit, ça ferait passer le temps, et puis, comme à l'époque, on ne peut pas se permettre de faire scandale, ils se marient à bord, et le capitaine du bateau les marie, et les voilà qui débarquent, et ils débarquent sur la côte de Pennsylvanie, et là, ils vont vivre ensemble tous les deux, en pleine forêt, pendant 2 ans. Et c'est pour ça, comme ils connaissaient bien le terrain, les zones boisées, les zones un peu sauvages, un peu à cultiver et à mettre en valeur, on va leur confier le soin de préparer un second recueil, c'est-à-dire un autre asile, plus secret celui-là. Une espèce de nouveau Trianon? Oui, un petit Trianon. Parce qu'on se dit, si les Américains ne veulent pas qu'on l'installe dans la grande maison, eh bien on va en faire un second. Et ils vont s'installer donc à cet endroit qui sera le vrai French Asylum. Alors, il va y avoir des visiteurs célèbres hein, à ce French Asylum. On va voir qui? Talleyrand. Rien de moins que Talleyrand. Hein, cette crapule de Talleyrand, cette merde dans un bas de soie, comme disait Napoléon, eh bien Talleyrand va se pointer, mais il arrive, et inutile de vous dire, Talleyrand, vous savez où il habitait, hein, il habitait dans l'hôtel de la Marine, aujourd'hui, place de la Concorde, hein, c'était son hôtel particulier. Quand il découvre ça, il dit « Oh, je suis quand même un ancien évêque, c'est un peu frustre pour moi », donc il repart, mais on va voir arriver aussi en 1795 le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, alors aussi un peu crapuleux, lui, parce qu'il s'était accommodé de la Révolution, hein, il ne faut pas oublier ça, et il vient à French Asylum, et c'est intéressant, non pas parce que c'est un personnage que j'aime bien, mais il a laissé un compte-rendu, un petit reportage, il a écrit un petit peu ce qu'il avait vu là, et il a rencontré sur place des gens qui, eux, à la différence de lui, n'avaient jamais transigé, n'avaient jamais été révolutionnaires, et il rencontre par exemple là, le marquis de Blacon, par exemple, qui s'était reconverti avec un autre aristocrate qui avait pu échapper, qui s'appelait Colin de Sérigny. Tous les deux, les voilà qui se... Lui, alors, Colin de Sérigny, c'était un ancien archidiacre. Alors voilà, le marquis de Blacon et Colin de Sérigny, ils se font quoi? Merciers. Ils se reconvertissent dans la mercerie. Ils rencontrent aussi un personnage extraordinaire, un prêtre surnommé Bec de Lièvre. Un prêtre qui pour survivre, lui, il était devenu boutiquier. Il faisait boutique. Il y avait encore Busard, qui était un planteur et un physicien. Il est arrivé de Saint-Domingue avec sa femme, ses enfants et quelques serviteurs. On dira des esclaves, en fait, hein, arrivé de Saint-Domingue. Et puis, il y a le fils de Monsieur d'Entremont, qui était devenu, lui, horloger. Et puis, en 1796, ils reçoivent la visite de qui? Du futur Louis-Philippe. Louis-Philippe est en voyage aux États-Unis, en visite avec ses deux fils, avec les Princes. Et donc, ils viennent et ils vont séjourner quand même plus de 2 semaines au French Asylum. Alors, on va dire, bon, c'est quand même des personnages importants. Ils vont s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va leur faire? On ne va pas leur faire des danses de sauvages. Alors, dans la grande maison, on va faire des soirées, des balles parées, comme on disait, c'est-à-dire des balles masquées, et puis on va donner des pièces de théâtre. Alors pour l'occasion, on ressort les culottes, hein, on portait les culottes, vous savez que c'était la différence, les sans-culottes portaient ce qu'on appelle des pantalons aujourd'hui, et les culottes dont les aristos portaient ils ressortent ça. Des culottes de satin. De satin, ils ressortent les souliers à boucles, les gros beaux souliers à boucles, ils ressortent les robes de soie, les broderies, ce qui va faire, inutile de vous dire, une grosse impression sur les trappeurs du voisinage. Hein. Les cousins de Davy Crockett, quand ils voient ça, avec leur toque de castor sur la tête, ils n'en reviennent pas de « Qu'est-ce où je suis hein ?» Donc ça fait une grosse impression, et pendant 10 ans, puisque l'idée de faire s'échapper Marie-Antoinette va tomber à l'eau, hein, elle refusera, elle aurait pu s'échapper par 2 fois, mais il fallait laisser les enfants, elle n'a pas voulu. Donc pendant 10 ans, le French Asylum va survivre, va vivre sa vie, et puis là, au bout de 10 ans, arrivent des nouvelles de France. C'est Napoléon,
Bonaparte d'abord, Napoléon. Et puis on leur dit, vous pouvez revenir, c'est fini, la terreur est terminée, vous pouvez revenir sans problème. Alors un par un, ils vont commencer à quitter la petite ville. Seuls quelques-uns vont s'accrocher. On a gardé leur nom, que je vérifie pour ne pas me tromper, parce qu'on les retrouve, si vous allez aujourd'hui, leurs descendants sont toujours sur place en Pennsylvanie. Il y a les Keating, les D'Autremont, les Brévot, les Lefebvre, les Laporte, que j'ai signalé, les Homais, et puis bientôt, ils vont quitter French Avillum et ils vont s'installer dans les villes autour, qui existent toujours, Towanda, que je vous ai dit tout à l'heure, Assen, c'est-à-dire Athènes, qui existe toujours, Walising, Wilkes-Barre, et en 1803, donc 1803, il ne reste plus dans ce French Avillum que Bartholomé Laporte, Charles Homais et Antoine Lefebvre. Alors lui, Lefebvre, il se dit, ben tiens, moi je suis bien là, qu'est-ce que je pourrais faire de l'autre côté de la rivière qui serait sympa? Il traverse la rivière, il va de l'autre côté et il fait une belle auberge. Bartholomé Laporte va épouser une jeune Anglaise et leur fils John, qui va devenir John Laporte, va s'installer dans la grande maison. Il va y vivre. Et en 1836, à côté de la grande maison qui avait été entre-temps détruite, je crois qu'elle avait pris feu ou qu'elle avait été abîmée par des intempéries graves, il va construire sa propre résidence où vous pouvez aller aujourd'hui. C'est toujours habité, les descendants des Laporte sont toujours là, et ils vous ouvriront la porte, si j'ose dire. Et le fils de Charles Homais, Charles Junior, lui va avoir 8 enfants, et ils vont être fermiers, meuniers, paysans, trappeurs, etc. Et ils vont s'installer à un lieu dit, parce qu'il y a la rivière, ils s'installent de l'autre côté, ils font un ferry, donc il y a la grande maison, le French Avillum, de l'autre côté, juste en face, c'est le Homet's Ferry, le bac, le ferry des Homais, juste de l'autre côté, qui existe toujours. Et le nord de la Pennsylvanie, du coup, a gardé de nombreuses traces, des traces, comment on dit, des traces toponymiques de la présence française. Alors, on a dit le Homet's Ferry, on a dit le French Avillum, on trouve tout à côté Frenchtown, la ville des Français, on trouve Laporte, un mot sans doute dû à la famille Laporte, avec le nombre d'enfants qu'ils ont eu, il y avait de quoi faire, l'Asylum Township, Couderport, Keating, Roulette, Duchore, etc. Tous ces noms-là existent. Duchore qui venait du Petit Thouars, en fait. Du Petit Thouars, voilà, exactement. Et donc, ces gens-là existent, ont continué d'exister. Et le 14 juin 1916, une pierre spéciale rapportée d'une montagne de la région, la Robwood Mountain, va être descendue au French Avillum. Elle va être fixée sur la place du marché du dit French Avillum. Et la cérémonie d'inauguration, qui est présidée par la Bradford Country Historical Society, va se dérouler en présence d'Antoine Lefebvre et de Charles d'Autremont Jr. Jean d'Autremont, c'est le descendant de son père, d'Autremont, qui avait été un des premiers exilés. Et donc la plaque va être dévoilée par Jeanne et Angélique Spalding, toutes deux descendantes de Charles Lefebvre. Et on pouvait lire sur cette plaque, ce monument a été érigé pour commémorer et perpétuer la mémoire et les hauts faits des réfugiés royalistes français qui avaient fui leur pays pour échapper aux horreurs de la Révolution en France et à Saint-Domingue. Ils s'installèrent à cet endroit en 1793 et bâtirent la ville d'Asylum sous les auspices du vicomte de Noailles et du marquis Antoine Omer Talon. En 1796, Louis-Philippe, duc d'Orléans, qui devint par la suite roi de France, vint ici en visite. Le prince de Talleyrand, le duc de Montpensier, le duc de La Rochefoucauld de Liancourt et de très nombreux et distingués français furent des visiteurs ou des résistants de passage à Asylum. Érigé en 1916 par John W. Mix et Charles d'Autremont, descendants des colons français, le terrain a été offert par les héritiers Laporte. Voilà, si vous y allez, vous verrez cette plaque, elle est toujours en place. Et puis un peu plus tard, le 24 juin 1931, la Pennsylvania Historical Commission et toujours la Bradford Historical Commission, aussi de Pennsylvanie, vont inaugurer de l'autre côté de la rivière, donc, et en présence de William Homais, le descendant de notre brave Charles Homais,
Omet, ou Omet, on l'appelle Omet maintenant aux États-Unis, une nouvelle plaque commémorative qui dit « Asylum, une colonie de Français royalistes qui fuyaient la Révolution en 1793, fut établie dans la vallée qui se trouve en face de ce monument. Cette colonie fut installée sous la direction du vicomte de Noailles et du marquis Antoine Omer Talon, dans l'espoir que la reine Marie-Antoinette pourrait y trouver un abri sûr. » Alors vous avez donc 2 plaques, et c'est un souvenir extraordinaire pour le voyageur lambda, bien sûr, parce qu'on trouve des traces de la France, mais pour le voyageur qui nourrit à l'égard de Marie-Antoinette un amour infini, c'est encore plus prégnant et poignant. Voilà l'histoire, mon cher ami. Alain Sanders, nous vous remercions infiniment. Merci. À bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo, pourquoi pas. Quand vous voulez. Merci.